RRB, l'invité du matin. Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Nicolas. Ce matin, vous recevez le haut-commissaire Laurent Prévost. Oui, monsieur le haut-commissaire, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous allez quitter la Nouvelle-Calédonie samedi soir, Oui. Après un séjour de 2 ans en Calédonie. On va évidemment revenir sur certains points forts qui ont marqué votre séjour en Calédonie, mais d'abord peut-être une réaction à ce qu'on a annoncé cette nuit, c'est-à-dire la tenue du 3e référendum le 12 décembre, une période de convergence, une nouvelle consultation en fonction du résultat. La 3e consultation, comment vous jugez ces décisions qui ont été annoncées ? Bon je n'ai pas à les juger. Je pense que ça donne une visibilité, une perspective, un calendrier. Je crois que c'était attendu par tous les Calédoniens, quelles que soient leurs convictions sur ce qu'il convient de faire au moment du 3e référendum. Ça montre aussi l'ampleur du travail qu'il faut accomplir dans les mois qui viennent. D'abord pour organiser cette consultation qui aura lieu fin décembre, parce que c'est évidemment un gros travail. Moi qui ai organisé la 2e, je peux le dire ici. Et puis ça montre aussi le chemin qui reste à faire pour informer pleinement les Calédoniens sur les conséquences du vote oui ou du vote non. Il y a eu un gros travail ces jours-ci à Paris. Avec des discussions très très approfondies, avec des précisions qui ont été apportées par rapport au document qui a déjà largement circulé. Et je crois que maintenant, il va falloir que l'ensemble des électeurs s'approprient ce document, son contenu et bien entendu les implications du oui et du non. Comme le ministre des Outre-mer l'avait dit, il a vocation à être diffusé largement, ce document enrichi par les discussions qui viennent de se tenir à Paris. Il y a un document qui fait plus d'une 40aine de pages, qui est pas toujours d'une lecture très très facile. Il faut être honnête. Il va être modifié, il va être enrichi, il va être complété. Et puis il faut naturellement trouver les moyens d'en faire partager le contenu au plus grand nombre, avec des choses très pratiques, avec des choses qui parlent, j'allais dire, au quotidien de nos concitoyens et de ceux qui vont être appelés à faire un choix. Alors vous l'avez dit et répété, les conditions techniques pour l'organisation du 3e référendum sont remplies. Il n'y a pas de soucis majeurs. Mais qu'est-ce qu'il reste à faire quand même dans les 6 mois qui restent? Il reste beaucoup de choses à faire et des choses qui vont devoir trouver leur traduction juridique, en tout cas très très rapidement. Il va falloir lancer une révision complémentaire des listes électorales. Il va falloir demander à l'ONU et à certaines juridictions de désigner des représentants, constituer la commission de contrôle, trouver les délégués de la commission de contrôle. Je rappelle qu'aux 2 premiers scrutins, il y avait 250 délégués qui venaient de métropole pour être présents dans tous les bureaux de vote. Donc il va falloir les trouver, les acheminer. Il y a évidemment des moyens en force de sécurité à prévoir et à faire arriver en Nouvelle-Calédonie en temps et en heure. Donc il y a un très gros travail de préparation. Moi je le disais sur votre antenne il y a quelques semaines, c'est faisable, techniquement c'est faisable, ça va demander évidemment un fort investissement de mon successeur et des équipes auprès de lui, mais il y a du pain sur la planche, mais très vite. Alors vous étiez présent pour l'organisation de ce 2e référendum, avec tout ce travail que vous venez d'évoquer, que vous avez aussi déjà fait. Qu'est-ce que vous en retenez dans une carrière comme la vôtre? C'était effectivement des événements un peu uniques. Bien entendu, vivre un scrutin d'autodétermination, c'est pas courant dans la vie d'un représentant de l'État, dans le monde où nous sommes aujourd'hui et dans la France d'aujourd'hui. Je retiens les moyens très importants mis en place par l'État pour s'assurer que tous les Calédoniens qui ont vocation puissent voter, avec un travail très approfondi sur les listes électorales. Je retiens le déploiement de moyens humains très importants, de procédures, de présence d'observateurs de l'ONU, d'observateurs du Forum des îles du Pacifique. Bref, vraiment le maximum de garanties et de moyens pour que le scrutin soit sincère, qu'il soit libre, qu'il soit transparent et que l'ensemble des électeurs puissent s'exprimer en toute liberté et, je l'espère, en toute connaissance de cause. Alors vous le savez, il y a eu quand même quelques petits incidents autour de certains bureaux de vote. C'était pas évidemment la majorité des cas. Avec le recul, vous pensez qu'on aurait pu anticiper ou qu'il aurait été possible? D'abord, le mot incident, c'est vous qui l'utilisez. Il y a eu des rassemblements, ça c'est incontestable. Il y a déjà eu plusieurs commentaires de la commission de contrôle, de juridiction autour de ce qu'il fallait, de ces rassemblements et de l'impact qu'ils ont pu avoir. Il y a encore une procédure judiciaire qui est en cours, suite au signalement fait par le ministre des Outre-mer lors de sa visite. Il faut évidemment tenir compte de ce qu'on a constaté en octobre dernier, de telle manière que l'ensemble des électeurs
acteurs se sentent, j'allais dire, en parfaite sérénité pour exprimer leur choix. C'est évidemment un sujet qui est déjà pris en compte dans la préparation du 3e scrutin. On le savait, quelle qu'en soit la date. Alors, Laurent Prévost, pendant votre séjour, pendant vos 2 ans de présence, il y a eu aussi cette crise sanitaire et du coup, cette gestion conjointe entre l'État et la Nouvelle-Calédonie de cette crise sanitaire, ça aussi, c'était pas prévu au programme, si j'ose dire. Il a fallu improviser et en même temps, ça a donné lieu à quelque chose d'assez original puisqu'il n'y avait jamais eu un travail de cette nature entre les services de l'État et les services de la Calédonie. Le bon sens l'a emporté. Ce qui est quand même rassurant finalement, c'est-à-dire que on s'est très vite aperçu avec le président du gouvernement Thierry Santa que ça ne pouvait marcher que dans la combinaison des compétences sanitaires de la Calédonie et des compétences en matière de liberté et d'application de la loi que détient l'État, en particulier avec les forces de l'ordre et puis avec le respect des règles juridiques. Et donc on a très vite considéré que s'il n'y avait pas une harmonie et une union, si je puis dire, des compétences et des forces, on allait s'épuiser en vaine querelle ou en perte de temps. Et donc ça s'est vite imposé à nous. Je crois que on a eu raison de le faire. Et ça n'a pas empêché, bien entendu, une vaste concertation animée par le président du gouvernement, essentiellement avec les provinces, avec d'autres institutions calédoniennes, avec le résultat qu'on connaît. Alors il y a eu 2 temps forts, on va dire, pendant cette crise. Il y a eu évidemment le premier confinement en 2020 où tout a été inventé d'une certaine façon. C'est exactement ça. Il y a eu un bis repetita 1 an plus tard, mais sans président de gouvernement élu. Est-ce que ça a un peu compliqué les choses, cette situation institutionnelle? Pas du tout, parce que ça c'est heureux d'ailleurs, parce que le gouvernement qui était en place et qui est en place encore aujourd'hui a géré totalement la crise sur le plan sanitaire en parfaite intelligence avec les autres institutions, dont l'État, dans ce binôme que nous avions l'habitude, mais enfin en tout cas que nous savions faire fonctionner. Et donc il n'y a eu aucun décalage. J'en dirais pas autant d'autres sujets qui sont évidemment très très importants et urgents et pour lesquels il faut un gouvernement de plein exercice. Vous parlez du budget par exemple, les comptes publics, les comptes sociaux, oui, on l'a fait, mais j'allais dire c'est du provisoire et dans des conditions quand même un peu particulières et vraiment cette situation n'est pas tenable dans la durée. Donc là, on le voit bien sur tout un tas de sujets. J'en reviens à la crise sanitaire. Aujourd'hui, les choses semblent maîtrisées, même si le risque zéro n'existe pas. Vous avez eu peur quand même à un moment depuis l'apparition de cette crise que le virus pénètre en Calédonie et circule? Le choix a été fait par l'autorité sanitaire qui est le gouvernement calédonien de dire on veut rester Covid-free. Bon, à partir de là, il fallait se donner tous les moyens pour le rester, d'où le SAS sanitaire à l'entrée, la quatorzaine. Voilà. Maintenant, l'avenir, faut être clair aussi, c'est sans doute pas que la Calédonie reste fermée. Elle est dans un monde où les gens circulent, avec une économie moderne qui a besoin d'échanges. L'avenir, c'est la vaccination. C'est que la protection collective des Calédoniens soit assurée par la vaccination la plus massive possible. Alors, on entendait le chiffre en métropole 50%, ici on est à un quart. On a des approvisionnements toutes les semaines en vaccins qui arrivent de France. Il faut absolument continuer à se faire vacciner et à gagner en protection collective pour la population calédonienne. C'est ça l'avenir. Alors, autre dossier qui vous a accaparé, mais qui n'était pas forcément prévu, c'est évidemment tout ce qui s'est passé autour du dossier de la reprise de l'usine du Sud. Est-ce que vous avez été surpris par la virulence, voire la violence dans la contestation, de la manière dont elle s'est exprimée ? Alors, on voyait bien que ça allait être un dossier compliqué. Il y a eu des mois, finalement, de procédures, de cession, plusieurs repreneurs potentiels. Ce qui évidemment a été un élément surprenant. Oui, faut bien le dire, ça a été les attaques contre le site industriel, parce que finalement, ça revenait à mettre en péril un outil industriel dont on disait vouloir en faire un atout pour la Calédonie. Ça consistait à mettre en péril des milliers d'emplois, avec des moments extrêmement vifs, des violences, avec des prises à partie des forces de l'ordre, avec un risque industriel. Je pense la surprise, elle a été là de voir que finalement on arrivait à dire il faut trouver un repreneur, il faut un projet industriel, et puis dans le même temps des mises en péril de cet outil industriel et des milliers d'emplois qui étaient attachés. Voilà, donc ça évidemment ça a été un temps un peu compliqué. On s'est organisé, les forces de l'ordre ont protégé le site. Il y a eu des événements autour avec de notre part évidemment une exigence forte de respect de la loi et de l'ordre républicain. Tout n'est pas toujours facile, bien entendu, je dirais pas ça, mais on avait des objectifs très clairs, assurer la légalité républicaine, assurer la protection du site industriel. Ensuite, on le fait avec les moyens qui sont à notre disposition, on le fait sans chercher à aggraver les choses.
en maintenant la paix civile, en évitant les drames, en évitant les affrontements entre j'allais dire, protagonistes. Je crois que de ce point de vue, même si on peut toujours faire des reproches et des critiques, ça c'est normal, de ce point de vue, on a finalement préservé l'essentiel, qui est la paix civile, l'outil industriel, la capacité des Calédoniens à se parler, et ça a débouché sur cet accord du mois de mars dernier. Et c'est une inquiétude aussi que les Calédoniens ont régulièrement. Vous avez parlé des moyens dont vous disposiez pour gérer cette crise. Ils ont été suffisants en termes de force de l'ordre? On a été pendant quelques jours en difficulté, il faut le dire, parce que on était en pleine période de relève des moyens de gendarmerie avec des forces en quatorzaine. Et la situation l'aurait exigé, on aurait fait sortir de quatorzaine les forces de l'ordre. On ne l'a pas fait parce que les choses se sont apaisées, j'allais dire, à temps. Aujourd'hui, on n'a pas cette difficulté. Elle est bien intégrée dans les relèves qui sont programmées. Alors, au-delà de ces temps forts qu'on a évoqués et qui ont été très accaparants, on le comprend, notamment la crise sanitaire et le dossier de l'usine du Sud, est-ce que vous retenez d'autres choses de votre séjour calédonien? Est-ce qu'il y a peut-être des aspects qui vous ont marqué et dont on n'a pas forcément beaucoup parlé? On me parle souvent des situations un peu difficiles. Bon. Moi, ce que je retiens aussi, c'est ces déplacements que j'ai pu faire sur pas mal de communes du Caillou. Poum, 40 ans qu'un haut-commissaire s'y était pas rendu officiellement. Ouégois, 20 ans qu'un haut-commissaire s'y était pas rendu officiellement. Donc à chaque fois, évidemment, ce sont des rencontres extrêmement fortes, des temps d'échange avec les populations, avec nos concitoyens, des sourires, des qualités d'accueil et d'échange. Et de tout ça, une conviction qui est que finalement, indépendamment des questions très politiques qui sont devant nous, il y a cette jeunesse qui demande à trouver sa place, qui demande finalement à s'épanouir, qui attend beaucoup de choses. Il y a aussi une attente très forte vis-à-vis de l'État dans beaucoup de domaines, au travers de l'accompagnement financier en particulier, au travers de la sécurité qui est assurée. Voilà, c'est toutes ces rencontres que je vais aussi garder en mémoire au-delà des temps un peu plus difficiles que vous avez rappelés. Alors vous avez été nommé préfet de l'Isère. J'imagine que vous avez commencé à vous intéresser un petit peu à cette région et à ce département avec des problématiques qui sont très différentes de celles que l'on connaît ici. Bien sûr, c'est un département très urbain, 1 200 000 habitants, des problématiques d'aménagement de territoire, de transport, de sécurité qui sont très très différentes. Maintenant, je ne connais pas l'Isère, je ne connais pas Grenoble, je vais découvrir. Pour l'instant, je lis quelques fiches à distance, quelques coups de fil à pas d'heure. Mais voilà, c'est la mission suivante à partir de lundi matin. Pour l'instant, je suis ici à Nouméa encore 48 heures. Et vous continuerez à suivre l'actualité calédonienne. Ça, c'est un peu comme un virus quand on a été en poste en Calédonie. Alors un virus, je sais pas. Je pense que c'est plutôt un attachement évidemment très fort pour ce territoire, pour ceux qui y vivent, pour la construction de ce destin commun, mais avec évidemment un peu j'allais dire de nostalgie au moment de prendre l'avion, bien entendu, mais sans chercher à interférer dans les affaires calédoniennes. Je verrai ça évidemment avec beaucoup d'intérêt, mais dans d'autres fonctions et avec un autre rôle. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire dans les 48 heures qui vous restent en Calédonie? Dire au revoir à pas mal de monde et puis terminer quelques préparatifs de départ malgré tout. Voilà, mais l'essentiel c'est de dire au revoir à pas mal de monde, à des amis et puis à des interlocuteurs comme le président de la province Nord tout à l'heure. Voilà, c'est ça qui va occuper mes 48 dernières heures. Monsieur le haut-commissaire, merci beaucoup. Merci à vous.